Dans cet épisode, je veux te parler de ce réflexe qui bloque énormément de femmes qui se sentent stressées, anxieuses, épuisées émotionnellement, même quand elles ont déjà fait un travail sur elles-mêmes. Pour te resituer, on est ici dans l'épisode 2 d'une série complète sur comment se libérer du stress à la source. Si tu as raté l'introduction, je t'invite à regarder le tout premier épisode qui te donnera le fil conducteur qu'on déroule ensemble, car chaque épisode prépare la suivante. Et je poursuis donc sur ce réflexe qui n'est pas du tout celui qu'on s'attend à remettre en question. Et je crois même que c'est l'un des pièges les plus subtils dans un chemin de guérison. Pour tout te dire, préparer cet épisode n'a pas été des plus confortables pour moi, tellement c'est pas évident du tout de déconstruire avec des mots très simples une idée tellement bien ancrée dans nos habitudes. Alors je ferai de mon mieux pour ne pas te perdre en route, parce que ce que je veux vraiment, c'est t'embarquer avec moi dans cette bascule. On y va. On pense souvent que le problème, c'est d'être trop sensible, trop stressée, trop anxieuse ou trop réactive. On pense que le problème, c'est ce qu'on ressent. Mais très souvent, le vrai problème commence au moment où on veut à tout prix ne plus ressentir ce qu'on ressent. Comme si la peur, la colère, la tristesse, la confusion étaient eux-mêmes l'erreur à corriger. Et c'est justement ce réflexe-là qui entretient la boucle. Moi, c'est Vanessa, praticienne en régulation du système nerveux, orientée sur les blessures émotionnelles et le trauma. J'accompagne les femmes à réguler leur système nerveux, à sortir des schémas de survie qui se répètent et à reconstruire une relation plus sûre avec leur corps. Surtout si elles ont déjà essayé plein de choses sans réussir à retrouver un apaisement durable. Dans cette vidéo, on va voir 3 choses. D'abord, pourquoi vouloir contourner ton inconfort te bloque plus que ça ne t'aide. Ensuite, pourquoi ce que tu ressens n'est pas toujours la vérité sur toi, mais parfois le langage d'un système nerveux qui essaie encore de te protéger. Et enfin, comment commencer à reconnaître tes états de survie pour arrêter de te faire la guerre à toi-même. Tout un programme. Si tu fais partie de celles qui ont essayé plein de choses sans réussir à trouver un réel apaisement durable et qui recherchent encore un outil de plus pour en finir avec le stress, alors ce message est pour toi. Peut-être que tu n'as pas besoin d'un effort de plus. Peut-être que tu as surtout besoin d'arrêter de regarder ton problème comme la bête à abattre. Mon but ici n'est pas de t'apprendre à analyser encore plus, ce n'est pas non plus de te donner une recette de plus à empiler sur tout ce que tu as déjà fait. Mon but, c'est de te donner une vraie grille de lecture de ce qui se joue à l'intérieur de toi quand le stress t'envahit. Une lecture plus introspective, plus douce, plus utile. Parce que s'écouter, pour beaucoup de femmes, ce n'est pas un réflexe si naturel que ça. Le plus souvent, on a appris à tenir, à minimiser, à performer. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux apprendre à ajuster un nouveau regard. Et je t'assure que la tâche est à la portée de toutes et de tous. Si je ne t'ai pas encore perdu à ce stade, alors ne perds pas de temps. Abonne-toi juste en dessous. Tu pourras revenir sur cet épisode autant de fois que tu le souhaites. Ok, donc maintenant qu'on a posé le vrai problème, voyons à quoi ressemble ce réflexe de survie dans la vraie vie. Beaucoup de femmes ne sont pas déconnectées de leur monde intérieur, au sens où elles ne ressentiraient plus rien. Au contraire, elles sentent énormément de choses. Elles sentent bien qu'elles sont tendues, qu'elles débordent vite, qu'elles s'épuisent, qu'elles ruminent, qu'elles se renferment, qu'elles se suradaptent et qu'elles vivent en mode pilote automatique. Elles sentent que quelque chose ne va pas. Et souvent, elles ont déjà mis beaucoup de conscience là-dessus. Mais sentir qu'on va mal, ce n'est pas la même chose que de savoir quoi faire de ce qu'on ressent. Et pour moi, c'est là que ce réflexe automatique prend toute sa place. Tu ressens une boule au ventre, donc tu veux l'enlever. Tu sens la peur monter, donc tu veux la calmer tout de suite. Tu te sens agité, donc tu veux te recentrer vite. Tu sens une vague émotionnelle arriver, donc tu cherches immédiatement à chercher à comment ne plus être traversé par ça. Autrement dit, tu ne rencontres jamais vraiment ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu cherches surtout à sortir de l'expérience le plus vite possible. Et là, je vais te le dire avec beaucoup de bienveillance, parce que je sais au fond que tu as juste envie que ça s'arrête. Tu as juste envie d'appuyer sur le bouton stop. Et je le rappellerai jamais assez que c'est humain de vouloir que ça s'arrête. Mais parfois, même avec la plus belle intention du monde, ce que tu appelles trouver une solution reste encore une tentative de contrôle ou d'évasion. Et ça, c'est très subtil. C'est très subtil parce que ces tentatives-là, elles peuvent prendre des formes très lucides, très intelligentes, parfois même dans une dimension un peu spirituelle. Donc on ne le voit pas toujours comme tel. Ça peut être travailler toujours plus,
faire beaucoup de sport, tout anticiper tout le temps, enchaîner des thérapies, faire des soins énergétiques, des retraites spirituelles. Et je suis pas en train de te dire que tu fais mal, loin de là. Je suis en train de te dire que si tu t'en sers pour fuir la réalité au plus vite, alors tu n'es pas en train de t'occuper du problème à la racine. Tu y mets un pansement. Tu essayes juste de t'échapper et ça c'est une réponse de survie. Si ta posture de base, c'est de te répéter qu'il faut que ça parte, il faut que je trouve un moyen d'en sortir ou que ça s'arrête, alors, de manière très inconsciente, ton corps comprend que ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est trop dérangeant, c'est trop dangereux ou c'est trop inconfortable. Trop inconfortable pour être vraiment rencontré sur le moment. Et c'est exactement là que la boucle se renforce. Et si en plus tu vis ça depuis longtemps, faire disparaître l'inconfort le plus vite possible n'est plus seulement un réflexe, mais un objectif. Donc si au fond, si tu veux retrouver de la légèreté, de la sérénité, plus de confiance en toi, si tu veux revenir à une version de toi plus libre, plus épanouie, plus heureuse, tant que la logique reste la fuite, même tes rêves les plus lucides risquent de ne jamais vraiment tenir dans le temps. Et sans compter que c'est souvent là que la culpabilité arrive. Parce que tu vas te dire, j'ai encore raté. Je pensais que c'était déjà réglé. Pourquoi j'y arrive pas ? Et ici, je t'emmène petit à petit à changer d'angle de vue. La vraie question à se poser, ce n'est pas seulement pourquoi ça revient. La vraie question, c'est qu'est-ce que je fais, moi, à chaque fois que ça revient ? Le vrai problème n'est pas toujours ce qui t'arrive. Le vrai problème, c'est souvent la manière dont tu y réponds. Et si à chaque fois que l'inconfort revient, tu cherches immédiatement à le contourner, à le faire taire, à le corriger ou à le rejeter, alors tu passes à côté de ce que ton corps essaie peut-être de te montrer. Et quand tu ne vois pas ça, tu continues à croire que ton problème, c'est ce que tu ressens. Alors qu'en réalité, la grande partie du problème vient peut-être de la relation que tu entretiens avec ce que tu ressens. Et c'est ce qu'on va regarder maintenant. Beaucoup de femmes se trompent de combat parce qu'elles prennent ce qu'elles ressentent comme une vérité sur elles-mêmes, alors que ce n'est pas toujours le cas. Et ici, je voudrais te partager une citation du livre Nerfs vagues de Ludovic Leroux, celui qui a contribué à vulgariser la théorie polyvagale en France. Lui, il dit « Votre mental ne doit pas être utilisé pour contrôler votre corps, mais pour le comprendre. » Je te partagerai dans les références, en tout cas, dans la bio. Et on va s'atteler à la tâche. Il y a un moment très important dans un chemin de guérison où tu dois changer de lecture. Tu dois changer de lecture parce qu'au début, c'est utile d'analyser, de raisonner, de faire des liens, de mettre du sens. Ça compte. Et je le pense vraiment. Mais il arrive aussi un moment où continuer à chercher l'explication cachée derrière chaque réaction ne t'aide plus autant qu'avant. Pourquoi ? Parce que certaines peurs, certains doutes, certaines réactions ne reviennent pas forcément parce que tu n'as pas assez travaillé sur toi. Elles reviennent parfois parce qu'elles sont devenues familières pour ton système nerveux. Et ça, c'est hyper important, ce que je viens de te dire là. Par exemple, tu peux recevoir un message et sentir ton ventre se nouer. Tu peux sentir la pression monter dès que quelque chose t'échappe. Tu peux commencer à anticiper le pire alors que rien ne s'est encore passé. Tu peux sentir ton corps s'emballer pour une remarque, un silence, un changement de ton, une situation. Même si tu sais pertinemment que ça ne vaut pas le coup de te mettre dans tous tes états. Mais ces réactions, elles ne sont pas volontaires. Non, tu le fais pas exprès. Et si c'était aussi simple que de se dire « Allez, bon, je me calme », tu serais peut-être pas là en train de chercher à comprendre tout ça. Ce qui se passe, c'est que au moment où ça arrive, ton corps, lui, réagit avec quelque chose qu'il a déjà appris. Il se contracte, il anticipe, il se prépare, il te protège. Pas parce qu'il te sabote, parce qu'il essaie de ne pas te faire revivre quelque chose qu'il a enregistré comme coûteux, douloureux ou menaçant. Et c'est ça qu'on appelle des stratégies de survie. Des réponses de protection qui se mettent en place pour t'aider à tenir, à éviter, à supporter. Et très souvent, elles se sont installées très tôt. Souvent même très tôt. Quand on ne comprend pas ça, on croit tout ce qu'on ressent comme si ça parlait du présent. On croit que si on a peur, c'est qu'on ne peut pas. On croit que si on doute, c'est qu'on n'est pas prête. On croit que si on se fige, c'est qu'on est incapable. On croit que si on procrastine, c'est qu'on manque de volonté. On croit que si on explose, c'est qu'on est trop. Alors qu'en réalité, ton état intérieur du moment n'est pas toujours une vérité sur toi. C'est souvent une information sur l'état dans lequel ton système nerveux est en train de t'embarquer. Et ça change tout.
Parce que si tu ne perçois plus la peur comme une vérité sur toi, alors tu n'as plus besoin de lui obéir automatiquement. Tu peux commencer à l'observer autrement. Tu peux commencer à voir qu'à certains moments, ce n'est pas toute ton identité qui s'exprime. C'est peut-être surtout un système de protection qui s'active avec ce qu'il a appris dans le passé. Et on y arrivera très vite sur les prochains épisodes sur comment la mémoire du passé peut façonner tes réponses de survie dans le corps. Les pièces du puzzle vont s'assembler au fur et à mesure et peut-être que dans ta tête, ça va faire un petit peu cet effet « waouh ». Tout s'explique. Mais pour l'instant, ce qui compte, c'est de comprendre ça. Comprendre que ce que tu ressens n'est pas toujours une preuve que quelque chose cloche chez toi. C'est parfois juste le signal qu'un état de survie est en train de se jouer. Et pour aller encore plus loin dans cette explication, on va maintenant donner une lecture beaucoup plus précise de ces mêmes mécanismes biologiques qui sont à l'origine de tes réactions, de tes comportements et même de tes pensées. Et on entre ensemble dans l'univers fascinant de la théorie polyvagale. Regardons maintenant un peu plus en profondeur le rôle de ton système nerveux. On l'avait brièvement abordé dans le premier épisode d'introduction, et quoi de mieux de te le rappeler ici avec les mots du fondateur de la théorie polyvagale lui-même. Sous l'angle de la neurobiologie, Stephen Porges nous partage son regard sur la vie et il nous dit: nous venons au monde en étant conçus pour nous connecter. Dès notre premier souffle, nous nous embarquons dans une quête qui durera toute notre vie. Nous sentir en sécurité dans notre corps, dans notre environnement et dans notre relation avec les autres. Le système nerveux autonome est notre système de surveillance personnelle, toujours sur ses gardes, toujours à se demander « suis-je en sécurité ?» Son but est de nous protéger en évaluant la sécurité et le risque, en écoutant à chaque instant ce qui se passe dans notre corps et autour de lui, ainsi qu'au niveau des liens que nous avons avec les autres. Et c'est pas fini. Deb Dana, la collaboratrice de Stephen Porges, qui a fait les premiers ponts entre la théorie polyvagale et la psychothérapie, rajoute sa touche personnelle avec des paroles tellement pleines de good vibes que je ne pouvais pas te le partager ici. Et elle nous dit: la théorie polyvagale est la science pour se sentir en sécurité afin de tomber amoureux de sa vie et de prendre le risque de la vivre à 100%. Je sais pas pour toi, mais la première fois que j'ai entendu ça, j'ai tout de suite su que je n'allais pas m'arrêter en si bon chemin. Sache en tout cas, et je vais faire une petite parenthèse ici, que ces recherches en neurobiologie sont extrêmement récentes. Elles datent des années 90, il me semble. Et dans le monde de la psychothérapie, et ça commence doucement en France, c'est un véritable changement de paradigme sur la compréhension du comportement humain et du trauma. Et je t'encourage vivement à faire tes propres recherches sur ce sujet qui pour moi est juste passionnant. Sur ces belles paroles pleines d'espoir, commençons vite, mais commençons bien à décortiquer cette fameuse théorie. Pour nous permettre de vivre pleinement en sécurité, notre système nerveux a le pouvoir d'organiser en permanence notre physiologie, un peu comme un chef d'orchestre qui veille à l'harmonie et à l'équilibre dans le corps. C'est ce qu'on appelle aussi l'homéostasie. Autrement dit, il ajuste sans arrêt notre niveau d'énergie, notre respiration, notre vigilance, notre pression sanguine, notre digestion, notre capacité à mobiliser nos muscles, à ralentir, à se connecter. Et pour maintenir cet équilibre, il ne réagit pas au hasard. La théorie polyvagale montre qu'il existe un ordre biologique de réponse. Notre système nerveux suit une logique. Et pour te représenter ça simplement, imagine ton système nerveux comme deux grandes pédales qui descendent le long de ta colonne vertébrale. Une pédale d'accélérateur et une pédale de frein. L'accélérateur, c'est le système nerveux sympathique. Le frein, c'est le système nerveux parasympathique. Et selon ce que ton système nerveux perçoit comme insécurité, il n'appuie pas pareil sur l'une ou l'autre. On observe très bien cette logique, par exemple, dans le monde animal. Imagine une antilope dans la savane. Tant qu'elle se sent en sécurité, elle broute tranquillement, sa respiration est calme, son rythme cardiaque est posé, mais au moindre bruit suspect, tout change. Ses pupilles se dilatent davantage, comme pour mieux repérer le danger. Sa respiration s'accélère pour amener plus d'oxygène. L'énergie est redirigée vers les muscles pour courir ou pour se défendre si besoin. Tout ce qui n'est pas vital dans l'instant, comme la digestion par exemple, eh bien ça passe au second plan. Autrement dit, son corps devient extrêmement cohérent pour la protéger. Chez nous, c'est pareil.
À la différence, c'est qu'on a un néocortex plus développé que chez les animaux. Du coup, le signal de danger va passer par le filtre du mental et de l'interprétation, et c'est là que les choses se compliquent un peu. Je te donne un exemple. Imagine que tu repousses encore et encore quelque chose que tu voulais pourtant faire, et en plus que tu voulais faire depuis longtemps. Et au lieu de voir qu'il se passe déjà quelque chose dans ton système nerveux, ta tête raconte très vite « je suis nulle, je procrastine ». Je ne fais pas assez d'efforts. Et c'est souvent là qu'on se trompe de lecture. Allons basculer sur une autre grille de lecture. Une lecture qui respecte la logique réelle de ton système nerveux. Si on suit cet ordre biologique de réponse, le premier état naturel, c'est l'état de connexion et de sécurité que nous recherchons dès notre naissance, comme l'a démontré Stephen Porges. Quand ton système nerveux se sent suffisamment en sécurité, le corps est plus souple, la respiration est plus fluide, le regard plus ouvert. Et dans la tête, il y a souvent plus d'ouverture d'esprit. Tu es plus présente, plus reliée, plus disponible. Et c'est depuis cet état-là que tu peux réfléchir avec plus de lucidité. Tu sais, quand tu peux faire des choix plus justes et quand tu peux répondre à la vie sans constamment être sur la défensive. Puis, si cette sécurité n'est pas assez perçue, le système nerveux passe en mobilisation. C'est là qu'on entre dans un état de survie de combat-fuite. En anglais, on va le dire le fight-flight. Activer un mode combat est donc biologiquement complètement OK. Complètement OK pour se défendre, pour exprimer une colère saine, réagir vite quand quelque chose menace ton intégrité. C'est une réponse de survie adaptée quand tu as un système nerveux régulé. Chez une personne stressée ou anxieuse, quand ce mode devient trop fréquent ou que la pédale d'accélérateur s'emballe, ça peut ressembler à comme quelqu'un qui devient irritable très vite. T'obstiner contre ce qui résiste, tu rumines sans cesse, devenir hypersensible, te sentir attaqué pour des choses qui en temps normal ne prendraient pas autant de place. Dans tes pensées, il y a des choses comme « il faut »,« je dois »,« la vie c'est une jungle », c'est pas juste. La fuite, elle aussi, elle a une utilité biologique. Elle sert à t'éloigner du danger, à chercher une sortie, à ne pas rester coincé dans ce qui menace ton équilibre. Mais chez une personne stressée ou anxieuse, elle prend souvent des formes beaucoup plus discrètes. Discrètes parce qu'il faut s'imaginer qu'à une époque, un lion pouvait bondir de nulle part et nous bouffer en 2 secondes. Mais aujourd'hui, le lion, c'est tout ce qui stimule notre état d'alerte. Un bruit, une lumière, un mot de travers, un mail qui arrive un peu tard. Notre corps n'a pas été façonné pour traverser autant de stimulation dans notre monde moderne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pas étonnant. Donc c'est pas étonnant qu'on soit certainement tous un peu en stress chronique. Un stress silencieux, mais qui nous ronge petit à petit de l'intérieur. Je poursuis donc sur ma description du mode fuite. Si tu es une personne stressée et anxieuse, peut-être que tu t'agites beaucoup, tu anticipes tout, tu réfléchis sans arrêt. Peut-être que tu te justifies souvent, que tu as besoin de contrôler davantage les choses. Tu te remplis de choses à faire. T'as pas le temps de rien. Dans tes pensées, ça peut être du style « c'est de ma faute ». Les oui, mais on verra ça plus tard. En surface, on dirait que tu gères. Mais en profondeur, ton système essaie surtout de survivre. Et si cette mobilisation ne suffit pas et que ton système perçoit qu'il n'y a vraiment pas d'issue, alors il freine beaucoup plus fort. C'est là qu'on entre dans le repli, dans le figement. Là encore, ce n'est pas un bug. Biologiquement, cet état sert à économiser de l'énergie, à couper, à ralentir quand ton système sent que lutter ou fuir ne suffit plus. Chez une personne stressée ou anxieuse, ça peut ressembler à se sentir lourde, coupée, sans élan, avec des pensées du style « à quoi bon ? J'y arriverai pas ». Ça peut aussi être ne plus réussir à répondre à un message, à repousser une décision, à procrastiner, à te refermer ou passer d'un mental en surchauffe à une forme d'effondrement intérieur. Donc en résumé, quand ton système se sent en sécurité, il te rend plus disponible. Quand il perçoit du danger, il t'accélère pour te mobiliser et si ça devient trop fort, il freine jusqu'au repli. Le problème, ce n'est donc pas d'avoir des états. Heureusement d'ailleurs, sinon il faudrait aussi t'en vouloir d'avoir le réflexe de retirer la main quand tu touches quelque chose d'un peu chou. C'est aussi des réflexes de survie. Le problème, c'est quand tu restes coincé dedans. C'est quand tu lis ces états comme une preuve que quelque chose en toi ne va pas. Ton corps change d'état selon ce qu'il perçoit et il le fait tout le temps, sans attendre ton aval.
Et tant que tu ne vois pas ça, tu ne peux pas vraiment lire ce qui se passe en toi autrement. On va s'accorder une petite pause ici, juste histoire de respirer 2 secondes et d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu entends tout ça. Est-ce que ça résonne en toi ? Est-ce que tu te reconnais dans un de ces états ? Parfois, tu peux observer que tu as un état dominant. Parfois, tu peux aussi te retrouver dans plusieurs états à la fois. C'est possible, ça aussi. Reconnaître ces états, c'est pas comme un quiz avec des cases à cocher qui va te donner un profil précis. Non, c'est tout un apprentissage dont je vais te donner maintenant les clés. Pour commencer à reconnaître tes états, tu peux te poser une autre question. Non plus qu'est-ce qui cloche chez moi, mais plutôt dans quel état est-ce que je suis là en ce moment. Et là, tu commences à regarder les choses du bon côté, à la source, à la racine, là où ça commence réellement. Comme on vient de le voir, le problème n'est pas d'avoir des états. Le vrai problème, c'est de ne pas savoir les reconnaître. C'est de vivre une activation sans savoir que ton système s'active. C'est de partir en repli sans voir que ton système est en train de freiner très fort. C'est de te raconter une histoire sur toi alors qu'en réalité, c'est peut-être surtout ton corps qui est en train de changer d'état. Quand je parle de reconnaître tes états de survie, je ne parle pas d'intellectualiser encore plus tes émotions. Du genre, commencer à sentir une boule dans le ventre et chercher tout de suite à comprendre pourquoi tu vis de la tristesse, pour finalement en conclure que c'est encore une preuve que tu es faible, au lieu de voir d'abord dans quel état ton corps est en train de t'embarquer. C'est ça, intellectualiser ses émotions. Et c'est fondamentalement différent d'apprendre à lire ce que ton corps est en train de vivre, au lieu de le confondre avec ce qu'il traverse. Et d'ailleurs, il y a une dernière citation de Ludovic Leroux qui le dit très bien justement, et je vais vous le lire ici. Il dit: nous sommes des êtres sensoriels avant d'être des êtres rationnels. Et souvent, l'histoire que l'on se raconte va dépendre uniquement de l'état dans lequel on est. Et il y a une clé essentielle pour commencer à apprendre à lire nos états sans intellectualiser. Ça s'appelle l'interoception. L'interoception, c'est la capacité à sentir ce qui se passe dans ton corps de manière consciente. À sentir tes tensions, à sentir ton souffle, à sentir ton ventre qui se serre, ta poitrine qui se crispe, ton rythme intérieur qui change dans certaines situations, dans certaines relations, selon certaines ambiances. Et cette qualité-là, on peut la développer. Et c'est d'ailleurs la première chose qu'on aborde dans mon accompagnement. Parce que plus tu apprends à sentir ces micro-changements à l'intérieur de toi, plus tu peux repérer tôt ce qui est en train de s'activer avant que ta tête ne te raconte une histoire. Développer l'interoception, c'est donc apprendre à repérer ces signaux du corps plus tôt, avant qu'ils ne deviennent une émotion qui déborde ou une pensée qui t'embarque. Parce qu'à partir de là, tu ne prends plus automatiquement chaque réaction comme une preuve que quelque chose cloche chez toi. Tu peux commencer à voir, là mon système s'active, là il se replie, là quelque chose en moi ne se sent pas en sécurité. Et ça c'est vraiment central dans mon approche. Parce qu'avant de chercher à aller mieux à tout prix, on a besoin de comprendre depuis quel état on fonctionne. Sinon, on continue à chercher des solutions à partir d'un mode de survie. Forcément, ça ne tient pas dans le temps. Et pour que tu vois que ce n'est pas juste une théorie, je vais te partager maintenant l'histoire d'une cliente que j'ai accompagnée. Je vais évidemment garder quelques éléments de confidentialité et je vais donc appeler ma cliente Marie. Quand Marie est arrivée, ce qu'elle voulait au fond, c'était de retrouver de la sérénité. Elle en avait marre de démarrer au quart tour, de se mettre dans tous ses états, puis de culpabiliser derrière pendant des heures. Marie sortait d'une période de séparation compliquée où elle ruminait beaucoup. Elle dormait mal et elle avait bien conscience de vivre sur le qui-vive et d'avoir des réactions impulsives. En plus, elle me disait que sa plus grande hantise, c'était de transmettre son stress à sa fille. Alors, elle faisait des pieds et des mains pour camoufler son mal-être. Elle était donc vachement dans la culpabilité de ne pas savoir se contrôler. Alors, elle repassait sans cesse des scènes dans sa tête. Elle s'en voulait, elle finissait par croire que le problème venait sûrement d'elle. Le début du travail avec Marie n'a pas été de réussir à se calmer tout de suite. Ça a été d'apprendre à s'écouter. Pas en cherchant immédiatement une explication mentale, mais en revenant d'abord à ce qui se passait dans son corps. On a commencé très simplement à repérer ce qui changeait en elle juste avant que ça déborde. À ressentir par exemple le ventre qui se noue, la poitrine qui se resserre, la mâchoire qui se crispe, le souffle qui s'emballe, ou au contraire des moments où elle commençait à se sentir vide, coupée, sans élan, comme si quelque chose se refermait en elle. Au début, Marie ne voyait rien de tout ça. Pour elle, il y avait juste
Je pars en vrille et ensuite je culpabilise. Petit à petit, Marie a commencé à reconnaître ses mécanismes de survie et à voir à quoi ça ressemblait chez elle d'être traversée par des états de combat, de fuite ou de repli. Et Marie a même commencé à sentir ces moments de sécurité où son souffle revenait plus amplement, où son corps se décrispait, où elle se sentait moins au bord de l'explosion, moins sur la défensive, plus présente à elle-même, plus lucide. Et ça lui a donné un premier repère précieux, à voir la différence entre son corps qui est en alerte et son corps qui revient petit à petit à la sécurité. Et déjà, ça a changé quelque chose de très concret pour elle. Au lieu de se dire « je suis folle », je suis ingérable, je suis encore en train de tout gâcher. Elle a commencé à se dire, ok, là mon système nerveux s'active, là je suis en alerte, là je pars en protection. Ce n'est pas du tout agréable, mais ce n'est qu'une partie de moi. Même si elle n'était qu'au début du processus, elle se laissait déjà moins embarquer sans s'en rendre compte. Elle paniquait moins face à ce qu'elle ressentait. Elle rajoutait moins vite une histoire catastrophique par-dessus. Elle se battait moins contre elle-même et pouvait même relâcher la pression. Souvent, c'est ça, le premier vrai soulagement. Le moment où une personne comprend qu'elle n'est pas simplement en train de rechuter ou de repartir à zéro, mais surtout qu'elle est en train de basculer dans un état de protection. Et rien que ça change profondément la manière de vivre ce qui t'arrive. À partir du moment où Marie a commencé à reconnaître plus tôt ce que son corps vivait, elle a pu aller plus loin. Comprendre comment ces mécanismes s'étaient installés dans sa vie, voir dans quelles situations ils se répétaient, comprendre ce qu'ils avaient essayé de protéger pendant des années et surtout commencer à l'aider à se libérer des mémoires traumatiques encore dans le corps. Mais ça, on y reviendra au fil des épisodes. Donc, si tu devais retenir une chose de cette vidéo, c'est peut-être celle-ci. Le premier pas, ce n'est pas de taire ce qui se passe en toi, ce n'est pas de te calmer à tout prix, ce n'est pas non plus de tout comprendre tout de suite. Le premier pas, c'est de commencer à reconnaître ce qui est en train de se passer en toi avant de te raconter que c'est toi ou les autres le problème. Au lieu de te demander qu'est-ce qui va pas chez moi ou qu'est-ce qui va pas chez l'autre, essaie plutôt de te poser cette question-là. Dans quel état est-ce que je suis là ? Pas besoin de tout comprendre dès le début, pas besoin de faire un grand diagnostic sur toi-même. Juste commencer à repérer tes sensations, tes comportements, tes pensées, comme des faits et non pas comme des explications. Reconnaître, c'est arrêter de subir les choses de la même manière. C'est déjà le premier pas pour commencer à recréer du lien avec toi. Comme je te l'avais annoncé au début de la vidéo, ce qu'on vient de parcourir, c'est sûrement la fondation qui a manqué à beaucoup de tes pratiques classiques. Pas parce qu'elles étaient inutiles, mais parce qu'on ne construit pas un chemin de guérison stable et durable sur des états de survie. Tant qu'on ne revient pas à la racine, tant qu'on ne comprend pas depuis quel état ton système nerveux fonctionne, on peut accumuler des outils, des prises de conscience, des efforts sur soi, sans réussir à bâtir quelque chose qui tienne vraiment dans le temps. Et c'est exactement pour ça que cette étape est fondamentale et qu'il ne faut surtout pas la bâcler. Et si en m'écoutant, tu sens que ça remue quelque chose de profond, que tu n'as pas envie de t'aventurer seul, alors mon accompagnement pourrait être le support qu'il te faut. Pendant 3 mois, on vient travailler ensemble sur ton système nerveux, tes états de survie et ton histoire dans un cadre soutenant et bienveillant pour toi. Je te laisse le lien sous la vidéo pour réserver un appel avec moi et voir si c'est le bon espace pour toi. Merci d'avoir été là. On se retrouve dans l'épisode 3 où on va voir ensemble pourquoi te forcer à aller mieux ne te rendra pas moins anxieuse. Parce que je te vois venir. Vanessa, t'es bien gentille. Je veux bien aller regarder cette boule au ventre que je ressens de plus près. Mais j'en fais quoi après ? Rendez-vous dans le prochain épisode pour en parler.